On se retrouve donc en distanciel pour parler de l'art dans la ville. Donc, comme on vous a déjà expliqué, c'est une conférence qui devait se passer dans le cadre du Printemps de l'architecture et qui devait d'ailleurs aussi être suivie d'une balade urbaine proposée par Brest Métropole. Et rassurez-vous, cette balade urbaine, elle aura sans doute lieu, mais au moment où on pourra tous sortir dehors sans avoir des attestations à remplir. Donc moi, aujourd'hui, dans cette conférence, je ne vais pas parler spécifiquement en fait de l'art dans la ville de Brest. L'idée, c'est plutôt de donner un contexte général du XXe siècle, parce que c'est surtout du XXe siècle que je vais parler, et de réfléchir sur les liens que l'art peut entretenir avec la ville, qui est le lieu de civilisation, on peut dire, par excellence. Donc les questions qu'on peut se poser, évidemment, c'est comment les artistes investissent la ville, quels thèmes ils abordent dans leur travail et quels messages éventuellement, bien sûr, ils véhiculent. Je vais faire donc un parcours thématique en regardant les exemples différents et comme je viens de le dire, surtout du XXe siècle, parce que c'est à ce moment-là que l'art va entrer d'une façon très différente en fait dans l'espace urbain. Mais avant cela, j'aimerais quand même en préambule regarder un peu plus dans le passé pour chercher les origines de cet intérêt des artistes pour l'art. Alors, je vais démarrer avec cette très belle image qui vient d'un artiste anonyme, peut-être de Piero della Francesca ou en tout cas de quelqu'un de son entourage, et qui présente la cité idéale. C'est une œuvre qui fait partie d'un triptyque, on pourrait dire, ou d'une série en tout cas de 3 panneaux. Celui-ci s'appelle le panneau de Baltimore, puisqu'il est conservé à Baltimore, mais il y en a encore un autre qui est à Berlin et un troisième donc à Urbain. Et ce sont des panneaux qui ont été peints justement dans l'entourage de Piero della Francesca, qui était lui-même artiste à la cour d'Urbain. Donc on est à la fin du XVe siècle et cette œuvre, de façon très évidente, représente donc une ville idéale, une cité idéale. On le voit à travers cette espèce d'espace extrêmement généreux qui est construit selon les règles de la perspective. C'est aussi un exercice quelque part de la perspective qui est vraiment une préoccupation majeure des artistes de la Renaissance italienne. Donc on est bien évidemment ici à la fin du XVe siècle. On a déjà inventé, Brunelleschi a déjà défini les règles de la perspective et il y a un certain nombre d'artistes qui veulent montrer en fait qu'ils maîtrisent cet art, qu'ils maîtrisent cette géométrie et ils commencent donc à représenter la ville. Et donc c'est la première fois finalement qu'on voit apparaître la ville en tant que sujet à part entière dans l'art. C'est vraiment là que la ville devient, si vous voulez, le sujet sur lequel l'artiste va se concentrer. Alors cette ville que présente l'artiste, donc anonyme, hein, est une ville qui puise ses inspirations dans l'Antiquité. Alors on voit bien qu'il y a justement cette espèce d'accumulation d'architectures qui sont les architectures antiques, comme par exemple le Colisée, l'Arc de Triomphe ou le Baptistère, ou encore qui sont des architectures qui imitent en fait ce style antique, hein, puisque l'Antiquité est redécouverte à la Renaissance. La Renaissance, c'est la renaissance de l'Antiquité aussi. Et donc on a la construction d'un espace idéal qui trahit toutes ces préoccupations artistiques de l'époque, donc cet intérêt pour les sciences mathématiques, pour la géométrie, pour donc la construction de l'espace, cette culture humaniste qui se manifeste à travers ce regard très attentif porté sur l'Antiquité. Et finalement, on représente un espace extrêmement ordonné, propre, stable, qui est à l'image donc de cette ville idéale, telle qu'en tout cas qu'on l'imagine à l'époque. C'est vraiment cet imaginaire de la Renaissance. À partir de ce moment, on peut dire que va se lancer une espèce de nouveau genre progressivement dans la peinture. Il y a plein d'autres artistes qui vont représenter les villes, pas forcément justement une ville idéale qui n'existe pas, mais une ville réelle qui existe. Et nous avons comme ça donc la mise en place d'un genre pictural qu'on va appeler la veduta, ou au pluriel vedute, c'est-à-dire la vue de ville, et dont le représentant sans doute le plus illustre est Canaletto. Canaletto est un artiste
qui peint énormément de vues de Venise, c'est la ville où il habite. Et cet intérêt pour la ville vient aux Italiens, et en particulier aux Vénitiens, grâce à l'entremise des artistes du Nord, des artistes flamands, qui vivent dans un environnement extrêmement urbanisé. Vous savez que les Pays-Bas, c'est un pays assez petit, avec beaucoup de monde, et donc les gens vivent assez rapidement en fait dans les grandes villes, et ils regardent ces villes et ils les représentent. Donc les artistes flamands qui voyagent en Italie, au nord de l'Italie, ils vont quelque part apporter avec eux cet amour pour la représentation de la ville. Et c'est à Venise, une ville assez particulière, une ville qui est une île, que cette peinture va prendre racine. Et donc, on a avec Canaletto et puis d'autres comme Guardi, par exemple, hein, c'est ce genre qui va se mettre en place et donc qui représente la ville telle qu'elle est, avec ses architectures. C'est aussi évidemment une manière de dire je suis fière de vivre dans cette ville qui est magnifique, regardez-la, hein, c'est un petit peu le propos de Canaletto, qui sera d'ailleurs un artiste très admiré, il aura beaucoup de clients, les gens vont adorer ces tableaux, ils vont acheter ça comme des petits pains. Et puis il y a aussi cette agitation de la ville qui est représentée avec ces petites figurines de passants en fait anonymes. Donc ça, c'est une route en fait qui sera engagée dans la peinture occidentale, mais il y a aussi, il faut dire que ce panneau de Baltimore, il a aussi, que je vous ai montré donc, tout à l'heure, il a aussi une autre dimension. En fait, il doit aussi être compris comme l'expression d'un équilibre politique, celui de la cour du duc d'Urbino. Et donc, cette idée que la ville serait en fait quelque part un espace où s'exerce le pouvoir, ça c'est quelque chose qu'on a déjà dans la peinture italienne à la fin du Moyen Âge. Et notamment, pour cela, je mentionne rapidement cette fresque du Palais ducal de Sienne qui représente l'allégorie du bon gouvernement. Alors on a les deux, on a le mauvais gouvernement et le bon gouvernement. Et évidemment, le mauvais gouvernement est représenté dans une ville un peu délabrée, alors que le bon gouvernement, c'est cet espace de ville ordonnée, qu'on devine, c'est encore une ville médiévale quelque part, hein, on a ces remparts autour, vous voyez que ce n'est pas du tout la même vue que celle de panneaux de Baltimore. On est vraiment dans une ville avec un tracé pittoresque, avec des architectures qui sont de cette époque-là, qui ne sont pas du tout encore des architectures antiquisantes. Et par contre, c'est quand même une ville qui est très propre, quoi, qui est très agréable, colorée, chatoyante. Et puis on voit que les gens, ils sont contents dedans, ils dansent, puis voilà, ils se promènent, et tout va très bien. Donc, ce que je veux dire par ces premières images, c'est que finalement, cette question de la ville, elle est étroitement liée, bien sûr, à la question du pouvoir, hein, du pouvoir politique, ou aussi, bien sûr, religieux. Donc, dans cette relation entre l'art et la ville, il va y avoir cet ingrédient très fort, c'est celui du pouvoir, parce que, évidemment, un artiste, il ne peut pas intervenir dans la ville comme ça, ou en tout cas au départ, c'est très difficile. Hein. Il doit être en fait soutenu par, par les politiques, hein, par l'autorité. Donc, l'espace public, ce n'est pas un espace qu'on investit juste comme ça. Il faut au départ, bien sûr, être encadré. Et les artistes, d'ailleurs, sont assez rapidement appelés par les princes à participer justement à cette mise en place du pouvoir. On peut mentionner à la Renaissance, notamment donc au XVIe siècle, des grands défilés qui sont organisés pour célébrer toujours, bien sûr, tel ou tel prince ou tel roi ou tel duc. En Italie, on en a des exemples assez extraordinaires. Par exemple, Francesco de Medici, qui, au moment de ses noces avec Jean de Habsbourg, va solliciter les artistes pour organiser des grands défilés avec des chars allégoriques très sophistiqués qui parlent de la thématique du songe. C'était un prince assez mélancolique. Et on en a des descriptions. Donc, ce sont des œuvres en fait éphémères. Les artistes ont créé des chars, ils ont créé des costumes, ils ont créé tout un environnement. C'était des espèces de happening déjà dans la ville, mais qui étaient bien sûr très encadrés. Mais il ne nous reste plus en fait les traces autres que finalement les descriptions que l'on peut en avoir.
Mais donc, il faut bien se dire que vous voyez, dès finalement la fin du Moyen-Âge, ou en tout cas la Renaissance, ça c'est très clair, nous avons cette intervention des artistes dans la ville, l'art dans la ville existe, hein, et bien évidemment, ça va continuer dans les siècles à venir. Et je vous montre un cas très emblématique, bien sûr, de cette commande princière ou commande royale même. Ce sont les places royales en France au XVIIe siècle. Donc, vous savez que Louis XIV, il aimait beaucoup rayonner. Et donc, il imaginait comme ça, hein, finalement, que dans chaque ville de France, on pourrait construire une place qui lui sera réservée et au milieu de laquelle on trouvera bien sûr sa sculpture, son effigie. Et puis, toute cette place sera organisée architecturalement, complètement, en fonction de cette effigie. Donc, je vous montre la gravure qui représente la place des Victoires à Paris. C'est une place qui existe toujours, vous la connaissez certainement. On a justement ce décor architecturé extraordinaire qui se construit totalement autour de cette sculpture qui est au milieu. Aujourd'hui, ce n'est plus la même sculpture qui est là, puisque vous voyez sur la gravure, à l'origine, on avait une sculpture de Louis XIV qui était debout et qui était couronnée par la victoire. Cette sculpture a été fondue à la Révolution. Aujourd'hui, nous avons un Louis XIV sur le cheval, un remplacement, mais on a gardé des sculptures du socle qui représentaient les nations vaincues par Louis XIV et des sentiments, des émotions, des sentiments en fait, qui sont ceux de la défaite, donc la résignation, l'abattement, la colère et l'espérance. Et donc ces sculptures sont conservées aujourd'hui au musée du Louvre. Donc vous pouvez les voir sur l'image que je vous montre ici. Voilà, donc là, très clairement, jusque-là, vous voyez, on est dans une démarche où l'artiste est sollicité, où les artistes sont sollicités par le pouvoir pour investir la ville et bien évidemment pour célébrer ce pouvoir. Ce n'est donc pas un espace neutre, hein, cet espace de la ville, et évidemment que ça peut aller très loin, c'est-à-dire qu'on a vraiment une réflexion sur la morphologie de la ville pour qu'elle représente le pouvoir. Encore une fois, par exemple, à Paris, vous avez cet axe du pouvoir qui va du Louvre à travers la Concorde, les Champs-Élysées, jusqu'à l'Arche de la Défense, qui était commandée par un autre prince. Voilà. Alors, Paris, c'est justement une ville qui, comme beaucoup d'autres villes, va connaître une croissance accélérée au XIXe siècle et qui va avoir aussi ce grand programme d'urbanisme lancé par le baron Haussmann, donc ce qu'on appelle ce Paris haussmannien qui va se construire et qui va devenir un lieu très fréquenté par les artistes impressionnistes qui vont finalement considérer que ce quartier bourgeois nouvellement construit, avec ses perspectives très larges et agréables, ce quartier, ce Paris haussmannien, devient un sujet moderne par excellence. Il faut vraiment se dire que les artistes modernes, si on commence avec les impressionnistes, sont attirés par ce sujet de la ville. La ville, c'est vraiment, ça fait partie en fait de la modernité. Hein. Voilà, quand on est un artiste moderne, on habite dans la ville et on peint la ville. Et donc, on a de nombreuses représentations, mais que vous connaissez, bien sûr, des impressionnistes et de tous ceux qui étaient autour de ce groupe d'impressionnistes qui représentent donc la ville. Je vous montre un très beau tableau de Caillebotte qui est conservé à Art Institute of Chicago. Mais cette perception de la ville, bien sûr, elle va évoluer au fil du temps. Et quand on bascule dans le XXe siècle, on verra que d'un coup, cette ville va être comprise par les artistes comme un espace autre, comme un espace parfois un peu étrange, parfois un peu angoissant, où la violence côtoie l'indifférence. Je pense que c'est tout à fait clair dans ce tableau de Balthus qui s'appelle La rue, où vous voyez donc toutes ces gens un peu comme des espèces de marionnettes, comme des espèces d'automates qui se promènent, qui ne se regardent pas les uns des autres, et en même temps il y a une scène assez violente qui se déroule sous leurs yeux, ou en tout cas juste à côté d'eux, parce qu'ils n'y prêtent pas attention. Hein. Donc cette jeune fille qui est attouchée par un homme ou par un jeune homme.
Et en tout cas, vous voyez, ce tableau de Balthus nous montre que cette ville, ou cette rue, hein, la rue dans la ville, est un espace où peuvent se passer des choses étranges, toutes sortes de choses, en fait, peuvent s'y passer. Et c'est à ce titre-là, finalement, que les artistes vont s'y intéresser. Donc, ils ne vont plus, si vous voulez, être là au service du pouvoir. Ils vont essayer finalement d'investir cette ville, parfois de manière assez détournée et subversive, pour véhiculer des messages personnels ou des messages qui sont bien sûr d'ordre toujours politique. Alors, c'est vraiment le mot qu'il faut dire, puisqu'on parle de la ville, de la police, et qui sont parfois faits dans une logique très contestataire. Et donc, pour comprendre cela, je vous propose de regarder rapidement une sorte de performance que va faire Georges Grosz, un artiste dadaïste, le 11 novembre 1918. Alors, c'est une date mémorable qui correspond à l'armistice dans notre calendrier républicain, mais évidemment, en Allemagne, ce n'est pas un jour férié, et pour cause, hein, c'est la Saint-Martin, mais c'est le jour de la défaite, c'est le jour où la Première Guerre mondiale se termine et que l'Allemagne n'a pas gagné. Et à ce moment-là, Georges Grosz, dadaïste, va sortir dans les rues de Berlin déguisé en mort. Alors, il va sans doute s'attirer quelques coups sur la tête. Heureusement, il a cette espèce de casque, donc avec cette tête de mort, qui peut-être amortira ces chocs. Bien évidemment que les gens ne sont peut-être pas très enthousiastes, déjà assez déprimés d'avoir perdu la guerre, et en plus voir la mort se balader dans les rues, c'est pas terrible. Mais ça va tout à fait bien dans cette logique subversive du dadaïsme. Je vous montre aussi un petit tableau de Otto Dix qui représente comment les artistes dadaïstes voient les rues. Ça, c'est une rue de Dresde, une très grande rue de Dresde qui s'appelle Pragerstrasse, la rue de Prague, qui est vraiment une artère importante et qui est peuplée, vous voyez, de ces mendiants, de ces vétérans de guerre complètement estropiés et qui montre vraiment cette rue allemande typique, finalement, comme un lieu extrêmement désagréable et hostile. Donc, avec cette performance de Georges Grosz, nous voyons que les artistes maintenant, ils ne vont pas évidemment demander au président de la République « est-ce que je peux sortir dans la rue déguisé comme ci ou comme ça ?» Ils le font. Hein, ils sont vraiment dans une logique contestataire, ils prennent des initiatives. Ceux qui aussi, finalement, sont à l'origine des performances ou des happenings, ce sont les futuristes. Alors, les futuristes italiens sont des artistes ou des écrivains aussi, ou des musiciens, qui sont vraiment très imbus de la modernité. Ils sont vraiment très confiants dans la modernité, ils sont très optimistes. Ils considèrent que le monde nouveau, le monde moderne est le monde dans lequel la machine a sa place. Et donc, cette machine, ils vont l'employer quelque part comme un outil artistique. Et vous voyez ici une action dans les rues de Palerme qui a été menée par Pippo Rizzo. Donc, c'est une sorte de voiture qu'ils ont couvert de plein de petites motifs, on pourrait dire un peu mécaniques comme ça, en papier bien sûr. Et on peut imaginer que quand la voiture roulait, que bien évidemment, ces choses bougeaient dans le vent. Donc, l'idée, c'était d'investir la ville avec cette exaltation, cette glorification des concepts futuristes, la vitesse, l'agitation urbaine, le machinisme, et les futuristes rêvent d'une ville éphémère qui sera en fait remplie de stimuli divers de toutes sortes, le bruit, mais aussi les odeurs, bien sûr les stimuli visuels, et ils sont très admiratifs de toutes ces facilités modernes, en fait, de tout ce que la ville moderne peut offrir. Par exemple, la lumière électrique, les enseignes donc lumineuses, la publicité, et puis bien sûr une architecture moderne, très fière. Donc, par exemple, Antonio Santeglia, qui malheureusement avait une carrière très courte, il est mort à la Première Guerre mondiale, va imaginer cette ville moderne, cette ville futuriste, avec, vous voyez, cette architecture qui rappelle celle de l'industrie, finalement. Donc, cette facette machiniste va entrer dans l'imaginaire de la ville moderne, et vous connaissez sans doute tous ce film de Fritz Lang qui s'appelle Metropolis, dans lequel justement cette facette machiniste et technologique est portée jusqu'à son extrême. La ville devient une espèce de gigantesque machine.
Ce film de Fritz Lang, qui va influencer énormément d'artistes jusqu'à Enki Bilal, comme vous le savez, ce film va quand même traduire une sorte d'angoisse face à la machine, face au monde moderne, qui est typiquement expressionniste, puisque Fritz Lang se situe avec ce film dans la mouvance expressionniste. C'est peut-être d'ailleurs, parfois on le dit, une dernière œuvre expressionniste. Donc, je voudrais maintenant regarder cette facette, on va dire, machiniste ou technologique dans la ville et dans l'art, bien sûr, l'art qui investit la ville après la Seconde Guerre mondiale. Une fois que voilà, cette période des avant-gardes historiques est terminée, la Seconde Guerre mondiale passe par là, et puis nous avons de nouveaux groupes artistiques qui vont s'organiser progressivement et qui vont avoir un rapport différent en fait à cette civilisation machiniste, ou des rapports différents puisque chaque artiste peut avoir un regard très subjectif et très personnel. Alors je vous montre deux images qui sont relatives donc à une œuvre très éphémère, une sorte de happening, encore une fois, très court, en fait, qui durait quelques minutes, organisé par Jean Tinguely dans le jardin du MoMA à New York. L'œuvre s'appelait Hommage à New York. Je pense que vous pouvez trouver des petits films sur YouTube qui montrent finalement justement le happening dans sa durée. Donc au début, vous voyez, Jean Tinguely construit une sorte de machine, alors vraiment monumentale, avec des roues de bicyclette. Il y en a 80, je crois, qu'il utilise. Alors c'est un élément qui est très affectionné par Marcel Duchamp, comme vous le savez. Il va ajouter à ceci donc des moteurs, un piano, des tambours en métal. Il y aura même une baignoire ou un petit jouet, un déambulatoire pour enfants. Donc en fait, on a vraiment une sorte d'œuvre d'assemblage complètement hétéroclite qui est construit dans le seul but d'être détruit. C'est-à-dire que le but de cette œuvre, c'est finalement de s'autodétruire. Et donc, vous avez dans l'autre image cette destruction déjà avancée. On voit les fumées, on voit la lumière et on voit que l'œuvre elle-même, elle se désagrège complètement. Donc, c'est une sorte, bien sûr, d'œuvre un peu dans l'autodérision qu'il appelle l'hommage à New York. Peut-être c'est une sorte de memento mori moderne, rappelle-toi de l'éphémère de la vie, le memento mori qui est adressé à cette ville assez peut-être orgueilleuse, mais en tout cas pour Tinguely, comme il se souvient, le travail sur cette œuvre, c'était vraiment un moment de liberté. Il disait c'était surtout une liberté complète que je me donnais en construisant toujours, en envisageant la possibilité destructive. C'est assez curieux, se dire voilà, je construis pour détruire, pour détruire, mon œuvre doit s'autodétruire. Et finalement, dans cette œuvre était aussi pour l'artiste une sorte de poème, comme il le disait, une sorte de déclaration et une situation. Et je vous demande juste de retenir ce dernier mot parce que je vais y revenir tout à l'heure. Alors, un autre artiste qui est tout à fait qui travaille tout à fait à la même époque et au-delà, qui est donc contemporain, on va dire, de Tinguely, c'est Nicolas Schofer. Nicolas Schofer, c'est un artiste d'origine hongroise, mais qui va faire toute sa carrière en fait en France et donc particulièrement aussi à Paris, et qui va engager une réflexion très intéressante et très à l'avance de son temps vraiment sur la ville cybernétique. Alors qu'est-ce que c'est la cybernétique? La cybernétique, c'est une science de la gestion de l'information. Et l'idée de Nicolas Schofer, qui est donc artiste, serait qu'il pourrait inventer un art, ou qu'il faudrait en fait mettre en œuvre un art dont l'existence résiderait d'abord dans la communication de signaux visuels, sonores ou audiovisuels. Donc, l'œuvre d'art doit se construire comme cette espèce de machine qui gère l'information.
Et cette machine, elle doit pouvoir prendre la place dans la ville cybernétique. Il écrit un ouvrage en 1969 qui s'appelle d'ailleurs donc La ville cybernétique, où il explique tout ça très bien. Ce qui fait que l'artiste, finalement, va faire de la programmation. Il sera comme un ingénieur, on dirait aujourd'hui un informaticien. Au lieu de faire de la création, quelque part, il fera de la programmation. Alors, Nicolas Schoeffer, c'est un artiste qui est très confiant en l'avenir technologique de la civilisation humaine, de notre civilisation, de l'humanité. Son art tisse donc les liens très forts avec la science informatique qui est en train de naître dans ces années 50 et 60 et au-delà. C'est vraiment un des premiers artistes qui vont s'intéresser à ces possibilités technologiques poussées. Il va installer une de ces sculptures, donc il fabrique du coup ces espèces de sculptures, il les appelle sculptures cybernétiques. Il va installer une de ces sculptures, par exemple, sur le toit de la Cité radieuse de Marseille. Donc, vous savez, c'est ce bâtiment de Le Corbusier. Et Maurice Béjart va pouvoir faire une chorégraphie avec cette sculpture. Donc, ça aussi, vous pourrez trouver des images sur Internet ou dans les livres, c'est encore mieux, sur cette œuvre avec donc le ballet de Béjart. Ça, c'était dans les années 50. Et puis, comme ça il continue, donc Nicolas Schoeffer, toujours dans cette réflexion sur à quoi devrait ressembler cette œuvre d'art d'un genre nouveau qui serait donc une sorte de machine communiquant divers signaux. Et donc, en général, ce sont des sculptures comme celles qu'il montre justement sur cette automobile. Donc là, vous voyez, on est dans une espèce de happening, dans une espèce de performance qui rappelle finalement celle des futuristes de Palerme, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est une machine, c'est une voiture dans la ville qui va balader une sculpture. Et donc, cette sculpture, elle est constituée avec cette grille orthogonale, donc une sorte d'ossature métallique sur laquelle sont installés des divers miroirs et des petites pièces métalliques, et puis ça clignote et ça scintille et ça fait des petits bruissements métalliques bien sûr dans le vent. Et c'est une sculpture donc qui est assez vivante finalement et qui est colorée aussi, on ne le voit pas sur cette photographie noir et blanc, mais c'est vraiment, vous voyez, une œuvre qui tisse des liens avec le modernisme d'entre les deux guerres, donc c'est ce vocabulaire très géométrique, et en particulier on peut aussi penser bien sûr au travail de Piet Mondrian, qui était, vous connaissez cet artiste, l'inventeur, enfin un des pionniers, un des pères de l'abstraction, et qui avait ce vocabulaire très minimalisé, de lignes droites, verticales ou horizontales, et couleurs primaires. Et donc, en fait, Nicolas Schoeffer, il va un peu travailler dans cette même esthétique, mais en la transposant en 3 dimensions et en travaillant donc avec des matériaux autres, bien sûr, que la peinture, c'est le métal, le verre ou encore le miroir. Et ces sculptures sont extrêmement vivantes, extrêmement perturbatrices. Et d'ailleurs, Nicolas Schoeffer considère que la perturbation, c'est véritablement une chose que l'artiste doit apporter. C'est que l'artiste est là pour perturber le monde. Il n'est pas là pour dire oui, oui. Il est là pour dire non, non, en fait. Il est là pour perturber la société, le monde. Et donc, très précisément, même, il dit une société qui n'est pas perturbée risque la sclérose et la mort à brève échéance. La perturbation est vitale. Voilà, j'espère que vous avez tous compris qu'on est dans une situation fantastique aujourd'hui, on est tous perturbés et donc c'est parfait, on ne va ni mourir ni se scléroser. Je plaisante bien sûr. Nicolas Schoeffer valorise donc cette ville de loisirs, cette ville qui va avoir des stimuli différents. Tout ça finalement sont des idées, vous voyez, qui sont tout à fait rattachées à ce que les artistes d'entre les deux guerres ont déjà annoncé. Je vous montre aussi une sculpture cybernétique donc, qu'il installe à Lyon en 1988 à la station de métro Grange Blanche. Et donc, vous voyez aussi qu'il va utiliser la lumière. Donc, la lumière, c'est une autre composante extrêmement importante dans son travail et qui va, en même temps que la couleur, entrer vraiment dans le vocabulaire des artistes contemporains qui investissent l'espace urbain. Alors, je vous ai parlé donc de la perturbation, ça c'est le mot qu'utilise Nicolas Schoeffer, et je vous ai aussi tout à l'heure dit qu'il faut retenir un autre mot, la situation. Ça c'est un mot qui a été prononcé par
Tanguy en parlant de son happening, et ce sont les termes qui sont à mettre en perspective avec les recherches architecturales et urbanistiques radicales des années 1960. Et je pense en particulier à ce groupe anglais, britannique, qui s'appelait Archigram et qui a été donc un groupe de jeunes architectes qui n'ont finalement dans l'immédiat pas construit grand-chose à l'époque, mais qui ont publié une revue du même nom, la revue Archigram, et ils ont également donc organisé une exposition qu'ils ont appelée Living City, donc la ville vivante. C'était en 1963. Et ici, vous avez le plan de cette exposition et une photographie qui montre à quoi ça pouvait ressembler. Donc l'idée de ce groupe, c'était vraiment de se rebeller contre cette ville moderniste, contre cette ville reconstruite, mais qui a été reconstruite comme une caricature de toutes ces utopies qui ont vu le jour entre les deux guerres. Tous ces préceptes de la ville futuriste qui devait être une ville mouvante et vivante ont été quelque part oubliés dans la fièvre de la reconstruction. Et donc, une fois que voilà, l'Europe est à peu près reconstruite, on arrive à la fin des années 50, début des années 60, cette jeune génération d'architectes ne se reconnaît pas du tout dans cette ville qui se veut trop polissée, trop lisse, et ils prônent au contraire une ville qui serait un peu chaotique, qui serait complexe, qui proposerait justement des stimuli divers et variés. Et l'exposition qu'ils organisent, donc cette Living City, vous voyez que c'est très intéressant de voir justement ce plan qui montre l'espace de l'exposition parce qu'il est composé à partir de multiples niches. Donc, on va d'une niche à une autre et on trouve des ambiances différentes. Et l'image donc à gauche vous permet de comprendre un petit peu ces ambiances. On a tout ce qu'il faut, tout ce qu'on trouve habituellement dans une ville, c'est-à-dire cette avalanche d'informations à travers les affiches. On a même une espèce de BD, hein, vous voyez, qui est accroché. On a des enseignes lumineuses et on a même un mannequin qui est issu directement d'une vitrine commerciale, bien sûr. Et donc, le groupe Archigram, à l'inverse de cette tendance majeure que l'on trouve dans l'architecture très sérieuse, donc ces congrès internationaux d'architecture moderne qui réfléchissent sur la ville fonctionnelle de façon très rationnelle, eh bien, ces architectes d'Archigram proposent casser tout ça et inventer une ville très dynamique, changeante, comme par exemple cette Instant City qu'ils proposent en 1968. Alors, toutes ces propositions sont finalement des propositions sur papier. C'est des architectes qui construisent en papier. C'est une architecture sans architecture. Mais on aperçoit dans cette image de Instant City la combinaison tout à fait étonnante de sortes de chapiteaux géants que vous apercevez à droite, avec des écrans publicitaires, bien sûr, qui crachent les images, et avec toutes sortes aussi d'écritures. Et donc aussi cette valorisation de l'écriture, des mots, de l'alphabet, sera vraiment quelque chose de permanent en fait dans la réflexion d'Archigram, et il se rapporte tout à fait à ce que déjà les futuristes italiens prônaient, c'est-à-dire cette omniprésence de la parole, du texte, des lettres, des mots, et quelque part aussi de la poésie à travers ça dans la ville. Donc, on est finalement très loin de cette cité idéale de la Renaissance italienne. Quand vous voyez ici à quoi doit ressembler dans l'esprit d'Archigram leur ville idéale, eh bien, ce n'est pas du tout ce même espace très ordonné et très propre et très vide, en fait, de ce panneau de Baltimore que je vous montrais au départ. Donc, très clairement, dans ces années 60 et au-delà, bien sûr, on est dans un tout autre contexte. La ville, c'est un espace surprenant, chaotique, rhizomique, propice à l'errance et au jeu. Et à ce titre, on va pouvoir mentionner justement les situationnistes. Donc, ce mot situation revient ici. Les situationnistes, qui sont donc un groupe qui s'organise en 1957 sous l'égide
ou sous le titre International situationniste. Le document fondateur est publié par Guy Debord. Guy Debord qui se fait connaître 10 ans plus tard par son ouvrage très célèbre La société du spectacle. Et donc ces artistes sont plutôt des artistes écrivains et parfois aussi un peu architectes, se penchent quand même sur ces questions urbanistiques, sur cette question de la ville, qui veulent investir d'une manière différente, important un regard très critique et un peu dérisoire sur la culture bourgeoise. Alors c'est évidemment un art très engagé. Déjà le titre international situationniste vous fait comprendre que on est politiquement très déterminé. Ils vont beaucoup s'investir dans les événements de mai 68. Donc, ils vont publier une revue d'ailleurs qui va s'appeler International situationniste, donc que vous pourrez lire un jour où vous n'aurez plus rien à lire. Elle a été publiée entre 1958 et 69. Alors, dans cette carte de Paris que propose Guy Debord, vous voyez cet espace qui comporte plein de petits bulles comme ça, plein de petits cercles. Ce sont en fait des endroits que Guy Debord et ses amis trouvent propices à être explorés pour y en fait créer toutes sortes de situations. Donc, ce sont des artistes qui sont extrêmement intéressés par cette notion de jeu et d'ambiance. Alors, je vous montre juste un vis-à-vis la photographie de Robert Doisneau avec dont les deux frères, donc pour vous rappeler bien sûr que la ville est aussi un espace de jeu, et notamment pour les enfants, et ça depuis bien longtemps, et ils n'ont pas besoin d'une autorisation préfectorale pour sortir dans la rue, sauf aujourd'hui. Alors, cette idée de situation, elle est commentée par Guy Debord. L'activité principale des habitants sera la dérive continue. C'est ça la situation, hein, une nouvelle, en fait, une sorte presque de performance de happening un peu spontanée qui consiste à en fait faire participer bien sûr les habitants, les gens qui habitent dans la ville. Ils doivent être dans une espèce de dérive continue, et il dit la dérive est définie comme technique du passage hâtif à travers les ambiances variées. Et donc, il s'agit pour les situationnistes de créer ces ambiances variées. Et en fait, il faut se dire que les architectes d'archigramme, ils connaissent les écrits des situationnistes, hein, et donc ils s'en inspirent dans leurs réflexions urbanistiques. Un autre artiste de ce groupe des situationnistes qui s'appelle Constant, vous connaissez sans doute son nom, il écrit à propos des situations, des situationnistes, que les situationnistes sont des explorateurs spécialisés du jeu et des loisirs. Voilà. Donc, on va valoriser justement tout ce qui est de l'ordre du plaisir. Il faut encore tout ça, encore une fois, tout ça, il faut le remettre dans les années 50, dans le contexte des années 50, dans le contexte de la reconstruction, où on valorise bien sûr le travail, hein, tout le monde doit participer à reconstruire le pays, et eux, ils vont dire non, nous, on veut jouer. Hein, c'est ça, on veut être libre, on veut jouer, et ils lisent beaucoup un ouvrage intéressant qui a été publié dans les années 30 par un philosophe allemand, qui s'appelle Johann Huizinga, et cet ouvrage s'appelle Homo Ludens, l'homme qui joue. Et ça, c'est une de leurs bibles, et ils vont essayer en fait de faire des propositions, donc créer ces ambiances, créer ces situations qui tournent autour de cette question du jeu. Et c'est aussi de cette manière qu'on pourrait comprendre cette réalisation de Soto, c'est donc un artiste d'Amérique latine, mais qui va travailler à Paris et qui va donc concevoir ces œuvres assez particulières et originales à l'époque, en tout cas, les pénétrables. Donc les pénétrables, ce sont ces sortes d'œuvres à grande échelle, en fait, dans lesquelles donc, on peut pénétrer, comme le dit leur nom. Et vous voyez d'ailleurs cette photographie, justement, que les gens sont dedans, sont dans l'œuvre. Ce sont des sortes de petits tubes comme ça, en plastique, parfois un peu colorés, et qui sont suspendus sur une structure, et donc les gens peuvent traverser. Et évidemment, c'est quelque chose d'assez poétique. On peut penser à une pluie, on peut aussi penser à un labyrinthe. En tout cas, l'idée, c'est de proposer un nouveau environnement sensoriel dans la ville, et donc casser avec cet univers trop ordonné, trop, si vous voulez, planifié, trop normé de l'époque.
l'idée, c'est vraiment d'explorer justement cette capacité de l'homme à se laisser aller et à jouer, en fait. Donc, c'est de cette manière-là qu'on peut comprendre aussi ce travail de Soto, qui est tout à fait à mettre en rapport avec ses écrits des situationnistes. Et puis, dans ces mêmes années 50, la fin des années 50, nous avons donc d'autres happenings, d'autres comme ça, manifestations artistiques tout à fait originales qui vont se mettre en place. Je pense par exemple à cette sorte de grand événement qu'a organisé Yves Klein au moment de son exposition dans la galerie d'Iris Clerc en 1957, qui consistait à lâcher 1001 ballons bleus. Alors, vous savez que pour Yves Klein, la couleur unique qu'il utilisait dans son travail, dans ces années-là, c'était le bleu, bleu outre-mer, un bleu qu'il a d'ailleurs breveté sous le terme IKB, International Klein Blue, et cette couleur par laquelle il peignait non seulement les tableaux, mais aussi il couvrait de cette couleur différents objets. Et puis donc il a imaginé qu'au moment de son exposition, on pourrait organiser cette sorte de grande action collective où on va lâcher 1001 ballons bleus, on ne voit pas qu'ils sont bleus sur les photos bien sûr, noir et blanc, dans la nature. Donc c'est très organisé, hein, c'est quand même très planifié, et il parle d'une sculpture aérostatique. Et il dit que cette sculpture annihile la dimension d'éternité qui lui est classiquement associée. C'est-à-dire que normalement, une sculpture, on la fait en pierre ou en béton, enfin on la fait en tout cas dans un matériau assez costaud ou en bronze, hein, qui va quelque part résister au temps, à la météo et puis à différents autres épisodes de la vie urbaine. Et alors que Yves Klein, lui justement, il propose autre chose. Il propose une sorte de sculpture totalement éphémère, évidemment, qui va être lâchée dans la ville, mais qui va la quitter aussi, cette ville, et qui va disparaître. Donc ça, ce sont les propositions, vous voyez, de Yves Klein qui vont à l'encontre de tout ce qui est usité, hein, tout ce qui est usuel de voir dans la ville. Autre idée qu'il avait pour une exposition, pour accompagner l'exposition Le Vide en 1958, c'est d'illuminer l'obélisque de la place de la Concorde à Paris. Mais au dernier moment, ça lui a été interdit. Et donc, cette illumination n'a pu être réalisée qu'en 1983, donc lorsque Yves Klein était bien évidemment mort depuis longtemps. Mais cette réalisation, cette illumination nous fait entrer aussi dans cette dimension très poétique de la création artistique et donc de la place de cet art dans la ville. Et je vous montre une autre réalisation qui a eu lieu en 2006 à l'occasion de la Nuit Blanche à Paris de Thierry Dreyfus, qui a imaginé de construire une échelle gigantesque, donc échelle de Jacob. Vous savez, Jacob qui a rêvé de ces anges qui montent sur l'échelle, qui descendent du ciel. Et cette échelle a été donc installée dans le jardin de la Bibliothèque nationale de France, donc le site Tolbiac. Et c'était vraiment une œuvre, bien sûr, éphémère, très, très poétique, magnifique, mais qui, évidemment, avait besoin d'autorisation très spéciale. Donc, à nouveau, finalement, un artiste qui veut intervenir dans la ville avec un dispositif autre que son propre corps, et encore, il doit quand même faire appel à diverses institutions, à divers décideurs qui lui accordent ou pas la possibilité de faire son œuvre. Donc, il est quand même toujours un petit peu pieds liés ou mains liées du moment où il veut intervenir de façon conséquente dans l'espace public. C'est un espace, encore une fois, qui n'est pas neutre et qui ne lui appartient pas. Et ça, vous le savez très bien, ce sont justement des problématiques que doit affronter ou que devait affronter Christo lors de ses différentes réalisations, que ce soit bien sûr celle de Central Park à New York ou encore plus un vrai parcours de combattant pour impacter le Pont Neuf à Paris. Alors, on avait malheureusement prévu cette année d'impacter l'Arc de Triomphe,
Ça, c'est pas fait, mais je crois que c'est reporté pour l'année prochaine à cause donc de l'épidémie. Donc, Christo devrait à nouveau intervenir à Paris bientôt. Mais pour le Pont Neuf, c'était vraiment une histoire qui a duré des années et on voyait bien, il y a un petit film qui a été tourné pour raconter toute cette histoire de décisions prises et d'hésitation. Et un coup c'était oui, un coup c'était non. Et puis Jacques Chirac, qui était le maire de Paris, qui voulait quand même pas trop s'engager. Il avait peur que s'il fait une bêtise, il ne sera pas réélu, etc. Donc on voit bien que finalement, un geste anodin, enfin anodin, peut-être pas anodin, mais c'était une œuvre éphémère. On allait impacter le Pont Neuf pour quelques dizaines de jours, hein, à peine, et ça a provoqué quand même une réaction très forte. Hein. C'est une discussion, des discussions enflammées, des gens qui se querellaient en disant ça, c'est pas possible, comment on peut permettre ça. Alors quand même, il y a des choses bien plus graves qui se passent dans le monde. Et ben non, impacter un monument historique pendant quelques jours, ça paraissait quelque chose d'absolument non envisageable à certaines personnes. Et donc la presse s'y mêlait. Alors vous avez peut-être des souvenirs, certains d'entre vous, de tout cela. Mais enfin, l'œuvre a finalement pu être réalisée et tout compte fait, ça a permis de porter aussi un regard neuf sur ce pont neuf, hein, qui était déjà dans un bien piteux état et qui a été justement restauré par la suite. Christo avait vraiment envie, et c'est un petit peu son leitmotiv, de révéler en cachant. Hein, c'est-à-dire que on va pouvoir attirer le regard sur un objet en le cachant. Ça, c'est exactement ce qui s'est passé pour le Pont Neuf. Et ça nous amène aussi à parler donc de la place de la couleur dans la ville, puisque vous voyez qu'il choisit toujours quand même des tissus qui ont une certaine élégance, hein, et une certaine couleur. Et cette idée de la couleur dans la ville, mais aussi bien sûr d'une dimension politique et une dimension justement de discussion entre les habitants et des décideurs de la ville, on voit tout ça aussi dans ce travail de Joël Hubeau, un artiste assez inclassable qui travaille, alors c'est tout à fait d'à propos, il travaille beaucoup sur l'épidémie et la contamination. C'est vraiment au cœur de son travail, mais l'épidémie au sens aussi figuré du terme. Donc sa réflexion porte sur cette notion de contamination d'épidémie. Et ici, il organisait une sorte de happening à nouveau en invitant toutes sortes comme ça de gens à venir avec leur voiture ou leur autre moyen de locomotion, ou tout simplement habillés en rouge pour transformer cette place de Deauville en place rouge. Donc il y a des connotations bien sûr aussi politiques et il y a un côté assez burlesque aussi, parfois aussi tragique, dans le travail de Joël Hubeau. Mais ce qu'on remarque dans tout cela, c'est que l'artiste va vraiment vouloir aussi impliquer en fait la population dans son travail. Et ou en tout cas, même quand il n'implique pas la population, quelque part, on ne peut pas échapper en se baladant dans les rues, on voit parfois des choses. Il nous impose son art. C'est très différent qu'un art qui est exposé dans un musée. Parce que voilà, on va au musée avec l'idée qu'on va voir de l'art. On se balade dans la rue, pas forcément avec l'idée qu'on va voir de l'art. Et pourtant, finalement, l'artiste arrive à se glisser dans cet espace urbain. Et je vous montre ici ce travail de Jacques Villègle que vous connaissez et qui donc lacérait les affiches. Alors on le voit aussi en action, c'est quelque chose de très physique pour lui. Et puis donc ces affiches qui sont collées de façon continue les unes sur les autres pendant des années. Et puis lui qui arrive et qui va les arracher, et comme s'il fouillait dans la mémoire de la ville. Il va faire ressortir certains messages qui sont cachés et détourner aussi ce dispositif publicitaire qui est omniprésent dans nos villes modernes, dans les villes de notre société de consommation, qui s'est mise en place progressivement au XXe siècle et en particulier après la Seconde Guerre mondiale. Et donc ce détournement de dispositifs publicitaires est aussi présent chez plein d'autres artistes. Par exemple, Tania Moreau, qui, dans les années 70, à la fin des années 70, en hiver 77-78, a réalisé cette espèce de, elle appelait ça la city performance, la performance de la ville, qui n'est pas une performance corporelle de l'artiste, mais qui consistait en fait à placarder dans différents quartiers de Paris, vous voyez la carte de Paris qui montre les endroits, 54 affiches
tout à fait identique, avec 2 lettres, N-I, ni, ni. Alors c'est très étrange, hein, n'est-ce pas? Ni ceci, ni cela. C'est vraiment un discours anti-publicitaire, parce qu'en général, dans la publicité, sur les affiches, hein, donc, qui sont là pour vanter des biens de consommation, on vous dit prenez ceci, hein, achetez ceci, c'est le meilleur produit, etc. Et en fait, avec ce ni, c'est une négation absolue. Hein, c'est vraiment, on est dans la négation totale du discours publicitaire. Tout ça, en plus, écrit, c'est ce mot hein, très, très étrange, écrit avec une typographie absolument froide, hein, très géométrique, noir et blanc, pas de couleur, ça fait vraiment pas rêver. Eh bien, évidemment, quand on se baladait dans la rue, on voyait comme ça ces grandes affiches qui côtoyaient parfois des affiches publicitaires ou des fresques murales d'anciennes publicités. On pourrait être extrêmement étonné. Donc, l'idée de ces artistes aussi, c'est d'attirer l'attention du passant et de lui montrer, en fait, de faire que l'œuvre d'art soit quelque chose qui cloche. L'art est là pour déranger, l'art est là pour perturber. C'est ce que disait déjà d'ailleurs Nicolas Schoeffer et c'est ce que plein d'autres artistes disent aujourd'hui. L'art n'est pas là pour donner des recettes, pour donner des réponses, il est là pour questionner, il est là pour vous arrêter dans votre quotidien et vous faire réfléchir. Et très certainement que c'est Jenny Holzer qui arrive le mieux avec cette réalisation donc, dans les années 80 au Times Square de New York. Donc Times Square, vous savez, qui est vraiment une place extrêmement animée, il y a énormément d'écrans publicitaires. Et puis donc, elle va se saisir de ces certains écrans publicitaires pour y écrire des mots, des phrases qui sont comme des espèces de petits poèmes et qui sont assez ambigus. Protect me from what I want. Protège-moi de ce que je veux. Alors, ça peut être aussi protège-moi de tous ces biens, de toute cette publicité, de tout ce que je désire en regardant ces écrans publicitaires. Mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus intime. Hein. Ça peut être un message beaucoup plus intime de la part de l'artiste. En tout cas, c'est un message qui n'est absolument pas un message commercial. C'est absolument pas dans la logique de la publicité, alors même qu'elle s'adresse par la voie classique de la publicité, c'est-à-dire par ces écrans géants. Donc ça, c'est vraiment cette manière-là, très typique finalement pour l'art contemporain, d'entrer dans la ville, d'investir la ville en détournant les dispositifs qui existent déjà. Et à ce titre-là, une très belle réalisation de Krzysztof Wodiczko, qui est un artiste d'origine polonaise, et qui, en 2001, va s'emparer de la sculpture de Lénine. Donc, Lénine, vous connaissez tous. Hein. Il va projeter sur cette sculpture la figure d'un homme lambda avec son caddie de course. Donc, l'œuvre s'appelle Lenin kauft bei Albi, ce qui signifie, pour tous ceux qui ont oublié leur allemand, Lénine achète chez Albi. Albi, c'est une chaîne un peu comme, je ne sais pas quoi, Leader Price, enfin une chaîne de supermarché. Donc, Lénine est transformé avec ce t-shirt rayé et avec ce caddie en un consommateur, une personne lambda. Donc, il faut dire qu'on est après la chute du mur à Berlin, que les habitudes de vie ont complètement changé. Les Allemands de l'Est ont découvert les joies de la société de consommation et toute cette vacuité en fait de cette société de consommation. Et donc, Krzysztof Wodiczko, il a cette tendance, enfin, c'est vraiment ses moyens artistiques préférés de projeter en fait des choses sur les monuments ou sur les façades. Et ça pose vraiment des soucis aux autorités parce que comment voulez-vous empêcher quelqu'un de projeter à partir de sa fenêtre éventuellement quelque chose sur l'espace public? C'est totalement immatériel. Donc, il se situe vraiment dans une espèce de brèche où il n'a pas besoin en fait de demander à qui que ce soit de projeter. Il fait, il ne détruit pas l'œuvre, mais évidemment, il lui donne un sens tout à fait nouveau et pas celui qui est forcément désiré par les autorités. Donc, c'est cette subversion, vous voyez, de la sculpture très officielle qui, quand même,
depuis des décennies, continue à exister dans l'espace urbain. Et il y a des artistes, des grands artistes qui se sont prêtés à ce jeu de sculpture dans l'espace urbain, qui souvent, donc, il s'agit d'un monument en fait pour retenir un événement historique, par exemple une figure historique précise. Ici, je vous montre une très très belle sculpture de Ossip Zadkine, la ville détruite, qui est en fait l'hommage à la ville de Rotterdam, la ville totalement détruite, un peu comme Brest, hein, martyrisée. Et Ossip Zadkine, au début des années 50, il va en fait être sollicité pour créer cette sculpture donc, qui montre une espèce de femme désespérée, levant les bras vers le ciel, et qui est l'allégorie de cette ville de Rotterdam. Donc, on a ces artistes quand même, vous voyez, qui continuaient, ou en tout cas à l'époque, sans doute encore aujourd'hui, à travailler pour la commande publique. Tant mieux, hein, c'est très bien aussi. Et d'autres qui vont s'interroger sur le sens de cette commande publique et vont, de façon tout à fait aussi officielle et officialisée, réfléchir sur la place de la commande publique et de la célébration et des monuments dans la ville. Et donc, je vous montre justement ici un cas tout à fait particulier de Hans Hacke, qui est un artiste allemand et qui s'est fait connaître notamment aussi par son intervention dans la Biennale de Venise en 1993. Il était chargé d'occuper donc le pavillon allemand qu'il a représenté un peu comme une espèce de mer de glace complètement détruite, avec le sol du pavillon complètement cassé, parce que ce pavillon, c'était un pavillon qui a été construit sous le Troisième Reich. Hein, et donc, il a ce langage extrêmement engagé, hein, cette réflexion artistique qui porte justement sur le héritage, entre guillemets, ou les, on va dire, les fantômes hein, du nazisme. Et dans la ville de Grasse, il va en 1988 construire ce monument qui reprend les formes d'un obélisque construit par Hitler 50 ans auparavant, en 1938. Et sur cet obélisque, par contre, donc qui est, vous voyez, une structure en fait, une structure en bois couvert de tissu, il va afficher donc cette espèce d'aigle du Troisième Reich avec la croix gammée qui est évoquée de façon très stylisée, parce qu'on ne peut pas évidemment mettre la vraie croix gammée dans l'espace public, et dessous quand même une inscription « Et pourtant, vous étiez les vainqueurs ». Et il interroge, vous voyez, le passé de cette ville qui a accueilli, qui a accueilli Hitler, qui a accueilli le nazisme. Et qu'est-ce qui se passe au bout de quelques jours ou semaines? Cette œuvre sera détruite par les néo-nazis. Comme quoi, ces fantômes du nazisme traînent encore toujours. Et c'est toute une réflexion sur le refoulement et sur la commémoration qui est bien évidemment présente chez les artistes contemporains aussi, qui sont appelés à donner une forme à ces questions qui sont très importantes, et en particulier dans le contexte allemand. Je vous montre ici une réalisation superbe de Peter Eisenman, le monument aux Juifs morts à Berlin. Donc les Berlinois, ils ont décidé, après la chute du mur de Berlin, de réserver quand même toute une place vraiment importante dans leur ville pour se rappeler de ces événements tragiques de la Seconde Guerre mondiale et construire comme ça un monument à l'échelle vraiment de plusieurs dizaines de mètres carrés. Ce n'est pas juste une sculpture, c'est toute une espèce de, presque comme un cimetière en fait, hein, qui est construit. Et le citadin est appelé et invité à entrer dans cette œuvre et ressentir vraiment des émotions extrêmement fortes. Ceux qui sont allés à Berlin, qui ont eu l'occasion de pratiquer cette œuvre, ils peuvent sans doute témoigner de tous ces couloirs étroits dans lesquels on se retrouve et on ressent vraiment des choses très fortes. Sans doute, c'est plus efficace pour garder un souvenir que observer juste une sculpture, qu'elle soit académique ou pas. On est encore une fois dans cet appel aux visiteurs, aux spectateurs, aux citadins. L'artiste est là pour impliquer complètement la population dans son œuvre. Et on touche toujours à ces questions de mémoire. Et pour finir, hein, presque, je vais vous montrer cette œuvre que vous connaissez, même si je pense hein, vous la connaissez, même si elle a déjà disparu, parce qu'il s'agissait d'une œuvre éphémère. On est donc à Brest, hein, avec la ligne bleue de Gwenaël Magadur. Gwenaël Magadur qui a décidé donc un jour de
matérialisé au sol les limites de la ville de Brest, Brest même, comme on dit. C'était pas une commande publique au départ, c'était vraiment l'initiative de la part de l'artiste, mais bien évidemment, il fallait toutes les autorisations nécessaires et le financement. Et cette ligne était donc bleue pour ne pas se confondre avec la signalétique routière, et elle était éphémère, hein, donc elle devait durer 2 ans, ça devait être une espèce de peau fine, hein, qui devait s'user. Elle a duré bien plus longtemps. Je crois qu'aujourd'hui, on a peut-être encore quelques petites traces par-ci, par-là, mais enfin, globalement, maintenant, elle a plutôt disparu. Mais c'est une œuvre qui a quand même été assez plébiscitée, finalement, par la population de notre ville, puisqu'elle permettait de façon extrêmement intelligente et subtile de rappeler l'existence d'une ville autre, sans porter un jugement critique sur la ville actuelle ou cette ville du passé. Hein. Elle ne dit pas que c'était bien avant, c'était mieux avant ou c'est mieux aujourd'hui. C'est pas du tout son propos. C'est vraiment se glisser en fait dans la mémoire, se rappeler un souvenir, garder ce souvenir. Et le travail de la mémoire, il est quand même important. On doit pouvoir se rappeler des choses pour passer à un stade d'après, à la résilience et puis à la construction d'une ville nouvelle. Donc, ce travail de Gwenaëlle Magadur, vous le voyez, il occupe un peu comme chez Peter Eisenman, mais de façon encore plus intéressante, plus conséquente, la ville vraiment comme un territoire. On n'est plus dans une réalisation ponctuelle, ce n'est pas juste une place, c'est même pas une performance qui se déroule à un lieu très limité. On se balade dans la ville, on suit un parcours pour découvrir cette ville et pour découvrir éventuellement l'histoire de la ville. Et en ce sens-là, cette œuvre est tout à fait comparable à ce qu'a pu faire un artiste anglais, Gordon Young, à Lancaster. Donc ça, c'est une ville britannique qui lui a vraiment passé la commande, hein, pour réaliser un chemin, une espèce de parcours qui mène de la gare de la ville. Donc l'idée, c'était vraiment de revaloriser la ville et d'amener les touristes, et donc de la gare jusqu'à un parc d'oiseaux sauvages qui est très connu dans cette ville. C'est donc un chemin long de 300 mètres qui fait 2,5 mètres de large, qui va être conçu donc par l'artiste avec la collaboration de Why Not Associated, hein, une boîte de graphisme, et qui en fait est intégralement composé de mots et d'écriture, hein, et donc c'est donc de matériaux typographiques qui est traité de façon assez variée. Donc parfois nous avons des lettres qui sont ciselées dans la pierre, d'autres fois ils sont polis à l'eau. Donc on a vraiment une variante, enfin différentes propositions en fait, différentes formes que ces mots peuvent recevoir. Mais à chaque fois, il s'agit de mettre un texte quelque part et en situation des poèmes relatifs aux oiseaux qui ont été écrits par les auteurs classiques ou contemporains. Donc là, vous voyez qu'il y a plein de noms d'oiseaux, hein, ceux qui parlent anglais les repèrent. Hein. Et donc, ça, c'est, vous voyez, une manière très poétique, en fait, d'investir l'espace urbain, d'attirer, bien sûr, hein, les touristes, c'est l'objectif aussi, mais aussi de faire découvrir d'une autre manière la ville aux habitants de la ville, avec ce parcours qui mène de la gare jusqu'à donc cette nature sauvage et qui est donc extrêmement poétique. C'est un vrai élément urbanistique finalement, même s'il est fait par un artiste qui s'inscrit dans le tissu urbain comme une sorte d'architecture horizontale et qui tisse les liens avec l'histoire, hein, l'histoire de la ville, le présent, la culture et la nature, et qui avant tout, je pense, est extrêmement poétique. Et je pense que cette poésie, on en a vraiment besoin dans la ville, et on a la chance d'en avoir aussi à Brest, avec cette œuvre qui a été commandée à Pierre Dichoulieu à l'occasion de la mise en place de la ligne du tram, le générateur de recouvrance. Pierre Dichoulieu, c'est un graphiste, hein, c'est un designer graphique qui s'est pris au jeu, et il a en fait travaillé sur les anagrammes de mon recouvrance. Hein, donc il a imaginé plein de mots et plein de situations, plein de petites phrases assez amusantes d'ailleurs, comme vous le voyez, et qu'il a disposé le long de la ligne du tram entre 4 stations, hein, qui délimitent donc ce quartier populaire, et qui est donc pour lui l'expression
enfin, qui a un grand potentiel hein, à son avis. Et donc, ce potentiel, il essaye de le montrer à travers ce jeu de quelques lettres, juste les lettres qui composent le mot recouvrance, tout ce qu'on peut faire avec ces quelques lettres, tout ce qu'on peut inventer comme message poétique en partant juste de quelques éléments. Donc, nous avons ici cet art finalement contemporain qui fonctionne vraiment comme une valeur ajoutée à la ville. L'artiste est donc là non plus pour célébrer le pouvoir, mais pour parler aux habitants, pour les interpeller, pour leur faire découvrir aussi la ville, leur ville, d'une autre manière. Peut-être on peut aussi être fier de notre ville quand on commence à la regarder d'une autre manière. En tout cas, ça, c'est tout à fait l'objectif de ces artistes. Et je termine avec une très belle réalisation lyonnaise de Cité Création, qui est ce grand mur peint, le plus grand mur peint de l'Europe, 1200 mètres carrés, le mur des Canuts, qui raconte, avec finalement ces images, tout est complètement factice. Hein, on a l'impression, en premier coup d'œil, qu'il s'agit d'un escalier vrai qui monte. Ce n'est pas vrai, tout est plat. Hein, c'est un véritable trompe-l'œil gigantesque qui raconte donc, qui se rattache en tout cas à l'histoire de ce quartier de la Croix-Rousse, avec donc ces canuts hein, qui travaillaient dans les soieries et qui permet en fait de réhabiliter tout un morceau d'architecture, sinon complètement sinistre, parce que vous imaginez que c'est quand même gigantesque. Hein, et si on n'a rien qu'un mur aveugle, ça peut paraître vraiment très triste. Et en fait, en apportant la couleur, en apportant l'image, on va d'un coup créer, vous voyez, une sorte d'échappée. On va proposer aux gens de rêver hein, et on va activer leur imaginaire. Et donc, je voulais vraiment terminer sur cette image qui est quand même assez positive et heureuse dans la situation actuelle. Je crois qu'on a besoin de rêver et l'art nous permet de rêver d'un monde meilleur qui viendra sûrement un jour et que les artistes nous proposent aussi donc de construire. Et puis, pour la suite, je pense qu'il faudra pouvoir sortir dans les rues de Brest, quand ça sera possible, et découvrir tout ce parcours urbain de fresques que nous avons aussi à Brest. Mais ça sera avec un autre guide conférencier, et c'est sans doute donc Brest Métropole qui reviendra vers vous pour vous donner les informations sur cette sortie que nous attendons tous avec impatience. Donc, je vous remercie pour votre attention et éventuellement, s'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent lever la main. Alors, pas lever la main